Bonsoir à tous, nous sommes dimanche et le dimanche, vous le savez, c'est capital. L'hiver approche et avec lui comme un besoin de réconfort. Et le refuge préféré des Français, c'est la cuisine. Plats mijotés, recettes de grand-mère et produits locaux. La tradition fait un carton. Restaurant, hypermarché, tout le monde veut faire du neuf avec du vieux. Mais nous fait-on payer plus cher notre appétit pour la nostalgie? Capital présente, plat d'antan, marque régionale, la tradition fait recette. Les produits locaux sont les nouvelles stars des hypermarchés. Mais derrière un marketing qui fleure bon nos régions, vous allez découvrir une production à l'échelle XXL. Extrait. C'est les pâtes alsaciennes, les pâtes grand-mère. Alsacienne, la belle rouge. Bien sûr que c'est meilleur quand c'est fait en Alsace. Ça, c'est le réfort. Ça, c'est pour mon gendre. Il adore ça. Chaque région a son illustration. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est de mettre aussi l'adresse du fournisseur. Tous les produits Reflet de France marchent très très bien. C'est presque finalement un produit qu'ils vont acheter les yeux fermés. Est-ce que je peux vous faire déguster nos crêpes? C'est le bonheur. En mars 2007, il y avait 60 personnes dans l'entreprise. On faisait à peu près 1000 tonnes de produits finis. Aujourd'hui, on est à 130 personnes et on fait 4000 tonnes de produits finis. Donc on a multiplié par 4. Nous, on produit autour de 80 000 yaourts par an, à peu près. Voilà. Et il y en a combien qui atterrissent chez Leclerc? 10-15%. Petit prix, nappe à carreaux et des plats réconfortants. Les brasseries et les bouillons font le plein tous les soirs aux commandes des jeunes ambitieux qui dépoussièrent les vieilles recettes. Et ils sont en train de tout rafler. Extrait. Bonsoir, bienvenue. Les plats sont très complets, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rempli. Ah, c'est hyper cool. Ça rappelle bien les brasseries parisiennes. Ouais. C'est gage de qualité aussi pour les clients puisqu'ils voient directement le feu de l'action. Et je pense que ça déclenche les réservations. Ouais. Rapport qualité-prix, imbattable. On peut offrir tout ce qu'on veut. Si ça leur a pas plu, ils ne reviendront pas quand même. Hein. Le client a 1h15 pour manger, donc on aille au plus vite. Bon, je mets une petite rafale de frites, ouais. Avec ce supplément, multiplié par le nombre de clients et par les 350 000 couverts qu'on fait par an, forcément, ça fait beaucoup d'argent. On est avant tout des commerçants, bien entendu. Une belle cocotte en fonte, des bocaux, un plat à gratin incassable. En cuisine, les plats de mamie ont une cote d'enfer, surtout auprès des jeunes. Nouveaux matériaux, nouveaux usages, les vieux pots font leur révolution. Extrait. On a l'impression que ça se fait tout seul, donc c'est... Alors tout seul, par contre, il faudrait que tu couvres le... Ah oui, On parle pas, mais le fait qu'elle soit légère, elle est vraiment utilisée toute l'année. J'ai pris une petite cocotte rouge et un plat à gratin. Moi 40%, donc elle part avec moi. C'est l'édition Saint-Valentin. Pour moi, alors c'est mon bijou. Hein. Je voudrais pas qu'elle s'esquinte. Après, les gens ils me disent « Ah, t'as tu le creuset ?» Oui, tu le creuset. Dans la fonte liquide, on va avoir environ 20% de fonte neuve et le reste, c'est du recyclage. Vous allez avoir des anciennes pièces mécaniques ou alors des pièces d'anciens bâtiments, donc des vieux radiateurs. Galette bretonne, fromage basque ou saucisson d'Ardèche, les produits locaux sont les nouvelles stars de vos hypers. Et ils ont même leur marque. Reflet de France, nos régions ont du talent. Les hypermarchés ont fait main basse sur nos régions avec leur propre marque, à petit prix. Mais qui fabrique ces produits locaux en volume XXL? La promesse du local est-elle respectée? Et les petits producteurs s'y retrouvent-ils? Capital présente, produits locaux, marques de distributeurs, terroirs, la tradition, le bon filon des hypermarchés. Une enquête d'Alix de Maintenant. Tous ces bons petits plats de nos régions, ces bons produits locaux. Attention parce que moi je suis breton. Hein. Des plaisirs gourmands qui nous font saliver. On retrouve le goût du pays. Hein. Oui. Terroir régional, ingrédients bien de chez nous et recettes traditionnelles, ils ont tout pour nous réconforter ces temps-ci. Les steaks, par exemple, ça me rassure. C'est français, c'est de la viande d'Aubrac. Le local, un marché estimé à plus de 2,5 milliards d'euros. De quoi donner les crocs à la grande distribution. Leclerc, Carrefour, Super U, vous connaissez leur marque distributeur, mais la catégorie qui surperforme, c'est leur gamme terroir. En un an, elle a progressé 2,5 fois plus vite que la MDD classique. C'est presque finalement un produit qu'ils vont acheter les yeux fermés. Mais quand ces produits artisanaux se vendent par millions, leur goût est-il encore préservé? Entre une galette faite maison et une galette sortie de la ligne, on est exactement sur le même produit. C'est un produit souple, moelleux et gourmand. En plus de leur MDD, les hypermarchés ont repéré un autre filon, les produits locaux. 10 à 30% plus cher que leurs concurrents de marque nationale. À qui profite cette manne? Et donc on travaille avec un client ou un autre, c'est le même tarif.
Produits locaux, marques distributeurs terroirs, enquête sur les bonnes recettes des hypermarchés. Devinez quelles sont les régions où l'on consomme le plus de produits locaux. Indice, elles partagent toutes une identité très marquée, un dialecte propre, et elles sont fières de leurs recettes fétiches. La beauté. Sur le podium, la Bretagne et ses galettes bien sûr. Le Pays Basque et sa pipérade. Mais les champions toutes catégories, on les trouve en Alsace. Près d'Aubernais par exemple. Ici, les caddies des clients ne ressemblent à aucun autre. Prenez celui de Marie, une Alsacienne pure souche. C'est les pâtes alsaciennes, les pâtes grand-mère. Et donc nous, on aime particulièrement cette variété, les nids. Et ma grand-mère, ma maman, mon arrière-grand-mère, tout le monde faisait des pâtes grand-mère. Donc on continue de perpétuer la tradition. Des pâtes aux œufs, numéro 1 des ventes en Alsace, devant Barilla, Lustucru ou Panzani. Comme les pâtes grand-mère, il existe une 50aine de marques locales dans la région. La Carola, ah, elle est là. La Carola pour l'eau pétillante. Alsace-lait pour les produits laitiers. Ou encore Allez-L'Or pour la moutarde. Des marques qui ne vous disent peut-être rien, mais qui pour Marie sonnent comme une évidence. Ah, il y a une petite là. Alsacienne, la Belle Rouge. Bien sûr que c'est meilleur quand c'est fait en Alsace. Non mais on sait que c'est fait avec des produits locaux, on sait que c'est fait pas loin, donc on achète alsacien. Dans les supermarchés alsaciens, les marques locales captent presque 10% des ventes. C'est 5 fois plus que la moyenne nationale, même si cela demande de débourser quelques euros de plus. Ah, une barquette d'allumettes de lardon fumé à 10,90 le kilo contre 16,60 pour les Schneider. Donc effectivement, on est un peu plus cher, mais je sais qu'ils sont... Enfin, j'aime bien le goût fumé qu'ils ont et c'est du porc français et pareil, entreprise locale. Les lardons alsaciens coûtent 50% de plus que ceux de la marque nationale. Pas de quoi freiner Marie. Les Alsaciens seraient-ils un poil chauvins? Il faut croire que oui, surtout en matière de gastronomie. Alors, on va faire une tarte à la choucroute. La cuisine, ça fait écho à notre région, à nos valeurs, à la convivialité, au fait de se rassembler autour d'un bon petit plat. Il faut surtout pas que les lardons soient... Si on brûle les lardons, après la carotte sont cuites. L'Alsace, Marie l'a dans la peau. Plus que dans la peau, pour le coup. On dit souvent en tant qu'Alsacien sur notre région, c'est qu'on a tout ce qu'il nous faut. Finalement, la seule chose qu'on n'a pas, c'est la mer. Hello. Cet amour de sa région, Quel accueil. Marie le partage avec son conjoint, Loïc, lui aussi alsacien. Allez, à table. Et friand de la gastronomie locale. J'ai de la chance, elle est très bonne cuisinière et du coup elle fait que des recettes soit qu'elle trouve, soit qu'elle invente et franchement c'est toujours super bien réussi. Mais cette tarte-là fait partie, je pense, d'un de ces best-sellers que nos amis également aiment beaucoup. En Alsace, les produits locaux font de l'ombre aux marques nationales et ce n'est pas qu'une question d'identité régionale. C'est surtout grâce à un réseau d'entreprises unique en son genre, le Club des saveurs d'Alsace. Un groupement de 13 PME historiques et puissantes, les cafés Satie, les bretzels Bully, la charcuterie Pierre Schmitt, la moutarderie Allez-L'Or ou encore les pâtes grand-mère. Depuis 30 ans, elles ont uni leurs forces pour mener des actions groupées en grande distribution. Hey, bonjour messieurs. Bonjour Nicolas. Ça va? Ça va, merci. Nicolas, tout se passe bien? À la tête de ce club, Philippe Heimburger. Avec lui, Alain Trottmann, le président des moutardes. Ce jour-là, le groupe organise une opération commerciale dans ce supermarché Auchan. Une mise en avant sur l'allée centrale de toutes les marques du club. Voilà, là on a tout le monde. On voit bien Allez-L'Or sur le centre, au cœur. Bien positionné là. Bien positionné. Le groupe réalise 80 animations de ce genre par an à travers l'Alsace. Un moyen pour eux d'occuper le terrain et de rester bien ancrés dans la tête des consommateurs. L'idée, effectivement, c'est de chasser en meute. On a de l'apéritif au digestif au club pour nourrir en fait tous les foyers, toutes les familles, du plus petit au plus grand.
Les 13 entreprises se sont réunies sous la forme d'un groupement d'intérêt économique et commercial. C'est-à-dire que chacune produit sa spécialité de son côté, mais ensemble, elles mutualisent les frais de communication et d'opérations commerciales. Un pot commun de 180 000 €. Avec cette force de frappe, le club a ses entrées dans tous les magasins de la région. En général, quand on sollicite un magasin pour monter une opération, on a très rarement un refus. Ce qui est intéressant pour le magasin, c'est qu'on va créer du trafic et on va activer une zone de chalandise. Ces marques, du coup, sont fortement demandées par nos clients, par les habitants de notre zone. Et donc, c'est aussi essentiel pour nous d'avoir, du coup, la bonne offre pour nos clients. Nicolas ne s'y trompe pas. Dans son magasin, en moyenne, les produits locaux représentent une vente sur 6. Une présence dans les caddies qui s'explique surtout grâce à une présence dans les rayons. Car au quotidien, les commerciaux du club, comme Benjamin, un salarié d'Allez-l'Or, jouent des coudes pour gagner de la place par rapport à la concurrence. Allez-l'Or représente 1% du marché de la moutarde en France. Par contre, on a aujourd'hui, si on met bout à bout tous les linéaires qu'on a dans le magasin, on a plus de 15 mètres linéaires. C'est beaucoup? C'est énorme. En effet, à l'entrée du rayon sauce et condiments, la marque Allez-l'Or bénéficie d'un meuble entier juste pour ses produits. Quand le reste des moutardes Il est juste là. tient sur quelques mètres à peine, bien à l'écart du produit alsacien. Retrouver juste sur cet élément-là, c'est le rayon moutarde qui fait la taille de notre meuble. Et là, on va retrouver toutes les marques internationales et les marques de distributeurs dans le rayon. Pour le coup, vous n'êtes pas mélangé, vous n'êtes pas là. Non, on est identifié en dehors du rayon, justement pour la mise en valeur. On est à l'entrée du rayon. L'idée, c'est que les gens nous choisissent avant de rentrer dans le rayon. C'est une place de choix, là. C'est une place de choix, mais c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, le magasin nous vend encore plus. Après, il y a une question de rentabilité aussi sur les produits régionaux qui est plus importante que les autres marques. En moyenne, les produits locaux coûtent 15 à 20% de plus que leurs concurrents de marque nationale. Alors pour atténuer cet écart de prix, l'opération du jour compte une bonne surprise pour les clients. C'est bien sûr, puisque nous sommes en Alsace, les traditionnels Spätzle alsaciens. Le club a embauché Anthony pour animer une forme de tombola. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous faire gagner quelque chose avec les produits d'Alsace? Toujours. Il distribue des tickets à gratter, tous gagnants. Kaba, c'est marqué Kaba. À la clé, des petits cadeaux. Voilà madame, c'est pour vous. Mais surtout des bons d'achat. Vous donnez un petit carnet de coupons de réduction. Ouais. Ce sont des bons de réduction sur des produits alsaciens. Il y a de tout, des pâtes grand-mère, des bretzelbeli, des condiments Allez-l'Or. De quoi faire le bonheur de Léonie, une cliente qui vient toutes les semaines. Le bug à 50. Après, 50 €? 50 cents. Ah, vous serez bien, 50 €. Et puis sur Pierre Schmitt, la saucisse, il y a 1 € de réduction. Et voilà, ben, on va prendre ça. L'opération est entièrement financée par le club. Chacune des marques décide du montant de sa promotion. Une aubaine pour remplir son caddie à petit prix. Il me faut déjà le réfort. C'est quoi ça? Ça, c'est le réfort. Ça, c'est pour mon gendre. Il adore ça. Après, donc, je vais prendre les nouilles, les très fines. Ça, c'est pour mon mari. Martin, ben, ce dessert-là, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Puis en plus, à bonne réduction, que demande le peuple. Des marques régionales qui cartonnent, un succès repéré de longue date par les grandes enseignes. Alors pour profiter de ce filon, elles s'y sont mises aussi. Mais à leur sauce. Avec leur propre marque distributeur et dans tous leurs magasins de France. C'est le pari de leur marque terroir. À ce jeu-là, 2 enseignes surtout se disputent le match. Nos régions ont du talent chez Leclerc, qui détient 25% des parts du marché. En face, la pionnière, Reflet de France chez Carrefour. 96 millions de produits vendus en 2025 et plus de 650 références. Pour rester dans la course, chez Carrefour, on mise tout sur l'innovation. Dans leur bureau près de Paris, Du coup, on va en salle de déguste. Ouais. On suit se décide peut-être le menu de votre prochain petit déjeuner. Pauline, responsable marketing de la gamme, est venue ce matin avec une nouvelle idée. Je voulais déclencher cette réunion pour te parler du coup du Nino qu'on aimerait sortir l'année prochaine, qui est du coup une nouvelle brioche, tu l'auras compris. En effet, aujourd'hui, on a déjà 5 références de brioche sur la gamme Reflet de France.
La collection de la marque est pourtant déjà bien fournie. Il y a l'incontournable brioche vendéenne, leur meilleure vente. Sa cousine, la gâche, et la petite dernière venue de Lyon, celle aux pralines roses. Alors, le marché de la brioche, depuis le début de l'année, il est globalement stable. D'accord. Et par contre, super performance pour Reflet de France, puisque nous, on est à peu près à plus 10% volume depuis le début de l'année. Et c'est notamment lié, je pense, au lancement réussi de notre innovation à brioche praline. Ouais, tout à fait. Comme cette gamme marche bien, on s'est dit qu'on aimerait aller un peu plus loin et lancer du coup une nouvelle brioche qui est une brioche nanterre. C'est la brioche, on va dire, classique de boulangerie. Ce qui nous semble intéressant sur cette brioche nanterre, c'est qu'elle n'existe pas encore à la concu. D'accord. À la concurrence. Vraiment... Bon, on la déguste cette brioche. Allez, on va passer à la phase de Allez, dégustation. À l'aveugle, ils testent un échantillon de cette recette d'Île-de-France envoyée par leur fournisseur. Face à elle, une brioche artisanale. Tout est passé au peigne fin pour vérifier que leur produit concurrence comme il se doit le savoir-faire boulanger. Les deux sont bonnes. Moi, j'ai une petite préférence, même une grosse préférence pour la 329. Je trouve que la croûte en fait de la brioche 546, elle est un poil sèche. Oui. En fait, presque, elle est vraiment croûteuse, quoi. On ne sent absolument pas assez la vanille dans le 546. On la sent dans la 329. Et ça tombe bien, la 329, c'est leur brioche. Objectif réussi, elle rivalise selon eux avec le goût d'une brioche traditionnelle de boulangerie. Le cahier des charges de Reflet de France, il va surtout porter sur la recette traditionnelle. Donc vraiment avoir une recette du terroir, c'est la promesse de Reflet de France en fait. Carrefour mise sur ses recettes pour se créer une image de marque à part. Et cela doit se voir dès l'emballage. On a le fond beige, hyper caractéristique de Reflet de France. On a l'illustration aussi derrière. En fait, chaque région a son illustration. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est de mettre aussi l'adresse du fournisseur. Avec la situation telle qu'on le connaît, les consommateurs ont aussi besoin justement de se rassurer aussi avec l'alimentation qu'ils ont et de pouvoir compter sur des produits dont ils connaissent la provenance, dont ils connaissent l'origine des ingrédients. Comparée aux autres marques distributeurs, la gamme terroir est si bichonnée par l'enseigne que même pour la vendre, elle s'y prend comme avec aucune autre. À Chartres, dans l'un des hypermarchés du groupe. Bonjour, vous allez bien? Bien vous? Oui. Corinne, chargée de clientèle, installe une opération commerciale à un brin spécial. On va mettre ça ici. Une dégustation des produits Reflet de France. Qu'est-ce que je peux vous faire découvrir? Là, c'est les broyés du Poitou. Et là, c'est la galette bretonne de Pont-Aven. Et alors peut-être ceux-là? Un petit tour de France des saveurs savamment orchestré pour faire saliver ses consommateurs en mettant l'accent sur la régionalité et le savoir-faire traditionnel. Ça passe bien, ça se mange sans faim. Hélas. Je vous ai vu arriver et je me suis dit, je suis sûre que madame va goûter. C'est très bon. Et c'est moelleux. Et c'est moelleux. J'en ai mangé quand j'allais à Saint-Georges-de-Didonne. Ah, voilà. Vous voyez? Et ça vous rappelle vos vacances? Eh oui, que je peux plus y aller. Le tourteau fromager du Poitou, une Madeleine de Proust pour Georgette. On mangera vendredi. Qui succombe? La retraitée fête ses 82 ans cette semaine, alors elle a décidé de se faire plaisir. Vous en avez combien? 3. 3, 1, Oui. 2. Et un quatrième que je donnerai à ma petite fille. D'accord, allez. Et un pour ma soeur aussi, j'ai pas. Un cinquième? 5, oui. Oui. Voilà. Ah bah alors là, vous nous avez rivalisé. La marque a le vent en poupe. Au revoir, à la prochaine. En un an, le volume de ses ventes a progressé de 5%. Tous les produits Reflet de France marchent très très bien. Parce que le client qui achète ce produit-là, c'est presque finalement un produit qu'ils vont acheter les yeux fermés. Des clients tellement mis en confiance qu'ils en oublieraient presque le prix. Et même l'enseigne, qui, il faut le dire, avance ici un peu masquée. Habituellement, Carrefour s'affiche fièrement sur ses marques distributeurs. Ici, il a comme disparu. Sauf à y regarder de plus près. Écrite en minuscules à l'arrière du paquet. Une stratégie payante, même au rayon beurre, avec un connaisseur comme Bernard. Donc ça, c'est attention, ça c'est le doux, moi je veux le demi-sel, 3,09 €. C'est un très bon beurre. Là, on a un beurre de qualité et on sent vraiment la différence avec un autre beurre. Ça, c'est clair. Et pourquoi l'autre marque Carrefour du beurre de baratte, elle vous attire moins que Reflet de France? Vous sauriez dire pourquoi? C'est très simple, c'est parce que c'est Reflet de France qui m'attire immédiatement.
Pourtant, le beurre terroir coûte 20% de plus que celui de la marque distributeur classique. Mais ici, le prix n'est plus un argument. Seule la qualité supposée compte. Le visuel Carrefour, par rapport à celui-ci, je trouve qu'il est très... ça fait produit à bas prix, quoi. Lorsqu'on fait un choix plutôt gustatif, qualité, etc., on ne va pas s'occuper trop de Carrefour. Mais Reflet de France, c'est Carrefour, hein? Oui, d'accord, oui, mais ça, c'est pas la même chose, vous voyez bien. Voilà, je prends ça. L'argument terroir emporte tout. Paris gagnant donc pour Carrefour. Mais à ce jeu-là, un champion frappe encore plus fort. Leclerc, premier distributeur de France, inonde le marché avec sa marque « Nos régions ont du talent ». 113 millions de produits vendus, une croissance portée par quelques produits stars. Et sur le podium des meilleures ventes, les endives des Hauts-de-France, le plateau de charcuterie alsacienne, le best-seller, c'est la galette bretonne. 5 millions de paquets vendus par an. Pour toutes ces spécialités, là aussi, on aime s'appuyer sur la belle histoire des produits du terroir. Tu sais que papa est allé chercher très loin. Hein. Pour vous vendre la galette, on vous vend surtout la Bretagne. Mais à une telle échelle de commande, la bigoudaine peut-elle encore faire dans le traditionnel? Puisque son adresse nous est donnée sur le paquet, rendez-vous pris à Pleudien-sur-Rance. C'est ici que vit notre crêpière, du côté de Saint-Malo. Elle s'appelle Bertel. Enfin plutôt il. Amand Bertel. Deuxième génération à la tête de l'entreprise familiale. C'est le premier camion de livraison de l'entreprise. À l'origine, les parents d'Amand lancent un commerce de livraison de galettes dans la région bretonne au début des années 80. 45 ans plus tard, on a troqué la petite camionnette contre 5000 mètres carrés d'usine, avec Anthony comme superviseur. Anthony, ça va? Ouais, ça va, ouais. Ça a été du coup ce matin? Ouais, ça tourne bien, ouais. On est en full galette. C'est en 2006 que l'affaire familiale prend une toute nouvelle dimension, quand Leclerc entre dans la danse. Le partenariat avec Leclerc date de décembre 2006. Donc c'était plutôt une idée de mon père à l'époque, qui était plutôt visionnaire. Quand moi j'ai repris l'entreprise en mars 2007, il y avait 60 personnes dans l'entreprise, on faisait à peu près 1000 tonnes de produits finis. Et aujourd'hui, on est à 130 personnes et on fait 4000 tonnes de produits finis. Donc on a multiplié par 4 la partie production. Des volumes qui ont quadruplé. À cette échelle, est-il encore possible de s'approvisionner localement? En fait, rien ne l'oblige strictement. Le moulin est à Plouermel, les champs de blé noir sont à 150 km autour de l'entreprise. Ça fait partie du cahier des charges pour pouvoir produire nos régions du talent. Il faut que les matières premières soient françaises. Des ingrédients français donc, mais plus forcément bretons. Ce qui compte, c'est le respect de la recette traditionnelle. Mais que reste-t-il d'artisanal dans une galette produite industriellement? Ici, l'usine tourne à plein régime 7 jours sur 7 avec des process automatisés. Mais Amand l'assure, c'est comme si rien n'avait bougé. La recette de la pâte à galette, c'est de la farine de blé noir locale, du sel de Guérande et de l'eau. On n'a rien changé à la recette d'origine. On a juste remplacé le bras de ma mère par le bras que vous voyez en face de vous. Si Amand est resté fidèle à la recette, allez, c'est bon, si tu veux. Il a tout de même fait évoluer quelques techniques. On est bon. En fait, l'idée, c'est de calculer la vitesse à laquelle s'écoule la pâte dans le petit ustensile. Et ça permet d'avoir toujours la même viscosité de pâte. Mes parents avaient une autre méthode pour le faire. Ils mettaient la main dans la pâte et ils regardaient la pâte couler de leurs doigts. Donc c'était très subjectif. Pour le breton, le résultat reste le même. Entre une galette faite maison et une galette sortie de la ligne, on est exactement sur le même produit. C'est un produit souple, moelleux et gourmand. Chaque année, l'usine fabrique 25 millions de galettes en moyenne à destination de Leclerc, son seul client distributeur. C'est 20% du chiffre d'affaires de Bertel. Un volume de commandes garanti pour le breton, qui lui permet d'investir dans son usine et ainsi augmenter ses revenus, quitte à compresser ses marges. Car côté enseigne, c'est là qu'ils font leur beurre. Selon nos calculs, l'usine vend le paquet de 6 galettes autour d'1 € à l'enseigne. En rayon,
Ce même paquet se vante 1,89 €. Sur ces produits terroirs, Leclerc réaliserait environ 40% de marge brute. C'est 10% de plus que sur ses MDD classiques. Dans cette histoire de terroir, il y a tout de même une ombre au tableau. À force de jouer la carte tradition, ces marques ont fidélisé une clientèle senior, en oubliant un peu les jeunes. Une cible devenue prioritaire. C'est Fatima Darras, chef de groupe marketing, qui doit trouver la solution pour les rattraper au vol. Donc on a une gamme de biscuits terroirs, 22 références. Il y a des produits qui sont très statutaires et que les jeunes ne connaissent pas suffisamment. Donc pour leur parler et pour créer l'acte d'achat en magasin, on a relooké l'ensemble des produits. Je vous ai fait une planche. Alors, on va regarder ensemble. Ah, c'est sur ta gamme de produits aussi, ça. Alors les lunettes de roman, pour pas mal de nos clients, c'est un produit qui est connu, hein, mais qui est assez ancien. Pour les jeunes, quand ils sont posés comme ça, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ça a été relooké. Là, on ne voit pas le produit. Donc, quand on ne le connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, en fait. On voit des biscuits comme s'ils étaient entassés les uns sur les autres, alors que là, finalement, maintenant, on voit le produit. On voit les lunettes. À défaut de pouvoir toucher aux recettes, la marque mise sur le changement de ses emballages pour attirer les jeunes par la gourmandise. On était globalement un peu pépère sur le pack. Aujourd'hui, justement, pour s'adresser à nos jeunes consommateurs, il faut donner du mouvement au pack et de mettre en avant beaucoup plus le produit. Des résultats déjà visibles que Fatima est fière de présenter à Fabrice Hersan, le président des marques distributeurs Leclerc. Sur 2 ans, c'est plus 626 000 clients, ce qui est quand même assez important. Si on note la tranche 18-29 ans, sur cette tranche uniquement, on fait un bond de 20%. C'est un marché qui est tendance, qui va bien, qu'il faut accompagner, qui répond aux attentes des consommateurs sur le local, la régionalité, la production française, sur la qualité, sur le goût. Enfin, ça coche un peu toutes les cases. Donc, alors, d'accord, en prix, c'est pas le même prix qu'un Marc Repère ou il y a encore moins qu'un Eco Plus, mais voilà, on coche vraiment les cases de ce que recherchent les consommateurs actuellement. Ouais. Sur plus de 500 références, nos régions ont du talent. Leclerc en renouvelle une vingtaine chaque année. Les marques distributeurs terroirs occupent le terrain, entraînant dans leur sillage des centaines de gros fabricants locaux. Mais quelle place reste-t-il aux petits producteurs que les enseignes affichent fièrement dans leurs rayons? Peuvent-ils encore jouer dans la même cour? Dans la région rouennaise, ces 30 hectares de vergers appartiennent à Margot, une productrice de cidre. Le brut, le demi-sec. Ce matin, la jeune femme prépare attentivement son sac. Les pétillants, je vais en prendre un de chaque. Elle a un rendez-vous important. À 40 km de chez elle, dans ce Super U normand, à Wassel. Marc a repris ce magasin il y a 6 mois. Et ici, son nouveau dada, ce sont les produits locaux. On va avoir la pomme de terre, ici, qui est produite aux grandes ventes, qui est à 57 km d'ici. On va avoir le cœur de Neuchâtel, qui est produit à 68 km du magasin. Une miellerie locale, la miellerie de Chamblac. Je pense que ça crée de la proximité, effectivement, et que ça sécurise aussi dans l'achat qu'on achète un produit qui a été fait chez des gens et pas juste une centrale ou une marque nationale. Le patron compte déjà une centaine de produits locaux dans son magasin. Mais il lui manque la perle rare. Margot du Pressoir d'Or, j'ai rendez-vous avec Marc. Bonjour Margot. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Oui, merci. Je vous suis. Alors il compte beaucoup sur sa rencontre avec Margot et son fameux cidre. Je vais tous les sortir. Je vais commencer par les cidres et puis après, ce sera les jus de pomme et la partie sans alcool, les pétillants. Notre produit historique, c'est celui-ci, le cidre fermier demi-sec, qu'on a aussi en plus petit conditionnement. Ça a l'air d'être de beaux produits, puis la présentation est sympa. Il y a vraiment un beau packaging. Marc semble rapidement convaincu, car en réalité, il sait très bien là où il met les pieds. Margot, il l'a déjà rencontrée, mais en ligne. Donc ça, c'est l'application où j'ai pu contacter Margot, Nectargo. Nectargo, une application de rencontre où les supermarchés en quête de produits locaux peuvent trouver l'âme sœur. Moyennant un abonnement de quelques milliers d'euros par an, ils ont le choix parmi les fournisseurs inscrits dans la région. Qui sont référencés par rapport à la distance du magasin. Donc nous, ça nous permet vraiment de choisir ceux qui sont plus proches de chez nous et au plus proche de nos besoins.
Elle avait mis une bio sympathique où elle expliquait comment elle produit son cidre et l'entreprise familiale. Et ça vous a séduit? Ça m'a séduit. Habitué aux achats en quelques clics via sa centrale, le local prenait beaucoup de temps. Il fallait gérer chaque producteur au cas par cas. Mais avec l'application, ça va beaucoup plus vite, même pour conclure. Donc on part sur 2 box du coup, 2 présentoirs? Oui, entendu. Je clique sur proposer une collaboration et ça va aller générer un contrat qu'elle aura juste à valider. C'est un gain de temps énorme. Là, on a eu notre rendez-vous qui a duré à peu près un quart d'heure et la contractualisation qui a duré 30 secondes. Et avant, ça vous prenait combien de temps? Plusieurs jours. Margot a le sourire. Convoitée par la grande surface, il lui a fallu quelques minutes pour vendre une centaine de ces bouteilles pour une première phase de test. Donc le rayon cidre est là. Et l'idée, ce serait d'implanter les 2 box juste ici, dans la continuité. Le présentoir, ça permet quand même de mettre les produits en avant. Pas loin du rayon cidre, mais pas non plus noyé dans la masse de l'offre. Donc moi, oui, ça me plaît d'avoir mon meuble. Ça me met un peu plus en avant que mes confrères. C'est la 2e grande surface avec laquelle Margot signe depuis son inscription sur la plateforme. Des hypermarchés qui font de la place aux petits producteurs. Mais dans cette affaire, qui est le plus gagnant des deux au final? La réponse se trouve peut-être à Aurillac, au cœur des plateaux du Cantal. Dans cet hypermarché Leclerc, les produits locaux règnent en maître depuis 18 ans. Bonjour, ça va? Grâce à Joseph Chauvet, le directeur du magasin. On a la chance de travailler avec plus de 150 producteurs locaux depuis des années. On a vraiment tout pour faire un repas complet de l'entrée au dessert en 100% local. Dans ces rayons, la bannière des alliances locales s'affiche partout. Des partenariats avec des producteurs à moins de 50 km de son magasin. Leclerc en compte déjà 16 000 à l'échelle de la France. On a trouvé par exemple ici une foisse, la foisse de Saint-Cyprien. C'est un peu ma Madeleine de Proust. Une démarche qui n'est pas vraiment désintéressée. Le local pour Joseph, c'est 10% de son chiffre d'affaires, soit 4 millions d'euros. Mais de son côté, le producteur s'en sort-il aussi bien? Je t'amène les yaourts. Je te prends le bon? Ouais. Toutes les semaines, Maxime livre une petite centaine de ces yaourts bio fabriqués à 20 km d'ici. C'était bien parti. Ouais, c'est bien parti, mais tu sais qu'avec les vacances, en ce moment, les papis-mamies ont beaucoup les enfants. Et oui, et ils le voient, ils reconnaissent. Voilà, ça mange du yaourt. Cette place dans les rayons de ce supermarché, Maxime en prend soin. Nous, on produit autour de 80 000 yaourts par an, à peu près. Voilà. Et il y en a combien qui atterrissent chez Leclerc? On est sur du 10-15%, quelque chose comme ça, je pense. Après, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de très gros clients, on a beaucoup de petits clients. Nous, on est parti du principe que on a besoin de tant de yaourts pour vivre, on a besoin de telle marge par yaourt. Et donc, on travaille avec un client ou un autre, c'est le même tarif. Maxime vend son pack de 4 yaourts nature, 1,80 € à Joseph. Là-dessus, le producteur réalise environ 15% de bénéfices. En répercutant tous ses frais, le magasin, lui, les vend 2,95 € en rayon, soit une marge brute aux alentours de 35%. Mais ce qui change tout, c'est que dans cette histoire, c'est Maxime qui a posé ses conditions. La différence entre notre produit où on part du prix du producteur pour arriver au prix final, sur l'industriel, vous partez du prix final et vous revenez sur le producteur. Donc, bien souvent, à la fin, c'est le producteur qui subit de plein fouet les tarifs, quoi. Voilà, on n'a pas le choix. Donc le local en direct avec nous, c'est le mieux. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Je veux pouvoir travailler dans 7 ans encore avec Maxime. Donc moi, le prix de Maxime, c'est son prix. Il vous l'a dit, il a calculé, il a son prix de revient. Et le seul juge de paix, c'est le client. Nos consommateurs viennent les chercher, viennent les acheter. La meilleure preuve, quand Maxime a livré, on était en rupture sur pas mal de ses produits. Et là aussi, on a des ruptures sur d'autres produits de producteurs locaux. Bon, mais Maxime... Merci. À bientôt. Ouais, à la semaine prochaine. Les produits locaux, une belle affaire pour les petits producteurs et la grande distribution. Et qui a du potentiel en réserve. Si quasiment tous les Français les plébiscitent pour leur saveur, ils sont même 2 sur 3 à préférer les acheter en grande surface.
Saucisses purées, gratin dauphinois et œufs maillots. Au restaurant, la tradition, c'est la recette magique pour faire salle pleine. Avec leur petit prix et leur décor d'époque, les brasseries et les bouillons ont un succès fou. Et aux commandes, vous allez découvrir des jeunes entrepreneurs qui ont compris comment faire du neuf avec du vieux. Mais en cuisine, respecte-t-il à la lettre les plats de nos grands-mères? Capitale présente, bistrot, bouillon, bouchon, le rétro à toutes les sauces. Un reportage de Grégoire Lamarche. Dans le Grand Est, près de Metz... Allez, un peu de manœuvre, les garçons. Allez, doucement, doucement, doucement. Cette équipe n'est pas en train de construire le décor d'un film d'époque, Voilà. mais bien celui d'un restaurant. Voilà, c'est à peu près sa position définitive. Le 5e établissement de David Michel, le roi des bouillons lorrains. Donc un bel éclairage dessus. Et ce patron n'est pas du genre à faire les choses à moitié. Même avec son tout petit budget déco. 25 000 € par bouillon. Vous l'avez trouvé, vous êtes Tour Eiffel? En Chine, c'est vrai que j'avais trouvé des sculpteurs extrêmement talentueux qui pouvaient me faire une Tour Eiffel de 5 mètres incroyable, mais dans des chiffres avec 5 zéros. C'est une Tour Eiffel qui vaut 3 000 €, voilà, livrée. La promesse de David, faire voyager ses clients à Paris sans bouger de leur table. Ah ben voilà, hein, ça en jette. Le public veut bien manger, veut avoir des tarifs bas, mais veut aussi voyager quand on va au restaurant. Pour la clientèle en province, donner une petite touche parisienne fait mouche, puisque ça fonctionne, les gens adorent la déco. Et à chaque ouverture, c'est la même cohue. Pour sa 5e inauguration, une centaine de curieux est au rendez-vous. Bonsoir, bienvenue. Merci, allez-y. C'est géant. Et voilà pour vous. Merci. Passez une bonne soirée, messieurs dames. Merci beaucoup. On se croirait trop à Paris. Si le décor séduit, ce sont bien les prix de la carte qui font la différence. Car ici, on peut manger pour 17 €, entrée, plat, dessert. Allez, on y va. De grands classiques de la cuisine française à petit prix. Bon, quel accompagnement? L'œuf maillot coûte 3,80 €. La saucisse purée, seulement 9,90 €. Et les desserts sont vendus à partir de 3,80 €. Très bon. Les plats sont très complets, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi rempli. On en a pour notre argent. Pour marquer les esprits, David a même dépensé 2 500 € pour offrir à ses clients un spectacle de French Cancan. Cette folie des grandeurs, David Michel la tient de son ancienne vie. Pendant 30 ans, il produit des spectacles et des comédies musicales où il invite tout le Gotha parisien. Mais à cause du Covid, David baisse le rideau et décide de se reconvertir. 3 ans plus tard, David engrange 10 millions € de chiffre d'affaires en servant plus de 350 000 repas par an. Un décor rétro et des plats traditionnels à petit prix. Alors, bœuf bourguignon, yeah, what was yours? C'est la nouvelle formule du succès dans la restauration. Saucisse purée, bœuf bourguignon, soupe à l'oignon. C'est excellent. Rapport qualité-prix, imbattable. Nous avons enquêté sur le grand retour des recettes de grand-mère. Je donne pas leur recette, hein, c'est secret. Sur ce marché, de jeunes entrepreneurs ambitieux ont fait le pari de dépoussiérer nos bonnes vieilles brasseries avec des méthodes étonnantes. Ah oui, il y a 1000 trucs offerts, donc en vrai, ça vaut rien du tout. On peut offrir tout ce qu'on veut. Si ça leur a pas plu, ils reviendront pas quand même. Partout en France, des restaurateurs copient le modèle des bouillons parisiens. Ces restos traditionnels pas chers. On continue, mesdames, messieurs, par ici. Leur secret, des menus à 16 € et des méthodes très agressives pour faire exploser leur marge. Madame, un peu de purée encore peut-être? Non. Mais derrière le décor, les bouillons ont-ils le temps de tout faire maison? On aille au plus vite, du coup c'est pour ça qu'on va pré-cuire. Quant au bouchon lyonnais, vous allez découvrir que le plat emblématique de la ville n'aurait plus grand-chose d'authentique. Qui produit sa propre quenelle ici? C'est le seul, voilà. Toi, ok. Bouchon, bouillon, brasserie. La nostalgie n'a jamais rapporté autant. En Moselle, à Moulins-les-Metz,
Dans cet immense centre commercial, entre un resto de crêpes et une pizzeria, voici le vaisseau amiral des bouillons Batignolles. Et celui qui fait manger 350 clients chaque jour, c'est Régis Demonnet, le chef cuisinier. Et pour cela, il n'a besoin que de 2 cuisiniers. Salut les jeunes, comment que c'est? Ça va? Car au bouillon, pas de cuisine minute. La plupart des plats sont cuits en avance, comme dans la restauration rapide. Le but, c'est que tout soit prêt. Voilà, qu'il y ait le minimum à faire pendant le service des cuissons. 3 heures avant le début du service, les andouillettes et les boudins sont déjà en train de cuire. Tout comme les frites, achetées sous vide aux Pays-Bas et pré-cuites en avance. Avec ces produits prêts à l'emploi, achetés en grande quantité pour les 5 bouillons. Le groupe dépense en moyenne 20% de moins qu'avec du fait maison. La carte, elle est pas très chère, donc c'est qu'il y a une raison, c'est que tout est géré au serré-serré. Les plats vont rester au chaud dans cette étuve jusqu'au début du service. Remise en température des sauces, c'est bon. Et pour en écouler un maximum, David Michel, le patron, a imaginé une technique de vente très agressive. Allez, c'est parti, c'est samedi. Car ce patron n'a qu'une idée en tête, pousser ses clients à la consommation. Vous donnez la carte et toujours obligatoire de dire « Messieurs, dames, aujourd'hui en suggestion, nous avons la Ligo avec de la purée et de la tome de Savoie à l'intérieur. » Toujours pareil, vente additionnelle, ce qui nous permet de monter notre ticket moyen. Vous n'êtes pas des serveurs, vous êtes des vendeurs. Oups là, c'est parti. Dans ce bouillon aussi, les clients peuvent déjeuner dans un décor parisien pour 17 €, entrée, plat, dessert. Vous avez réservé? Oui. C'est ce que sont venus chercher Yvelise et Vivien, un couple de retraités des environs. Une fourchette avec une tour Eiffel. Voilà. C'est pas Paris, c'est Metz. Metz, c'est le petit Paris. À peine assis, Armand, le serveur, Bonsoir. applique à la lettre les consignes du patron. Suggestion du jour, messieurs, dames, vous avez un chou farci. Avec le plat, il leur propose un accompagnement, sans préciser qu'il est payant. En accompagnement, vous avez la Ligo. C'est la saison, il faut profiter. Ouais, là. Voilà. Et il est très bon, il vous tient très chaud, voilà. On peut faire ça? Yvelise se laisse tenter. Elle vient de dépenser 4,50 € en plus de son chou farci à 13,80 €. Alors, c'est bon? Le plan fonctionne à merveille. Ce couple en est déjà à 20 € par personne. Et cette technique, Armand l'applique à toutes les tables. Sinon, vous avez le supplément à Ligo à la purée avec du fromage tom-tom. Bon bah c'était parfait, j'ai rien à dire. Voilà. Pour être sûr de ne pas louper une vente, même le patron s'y met. Madame, un peu de purée encore peut-être? Non? Bon, eh ben bonne continuation, monsieur là. Lui, n'hésite pas à jouer la carte de la générosité pour faire passer un supplément de frites à 4,50 €. Bon, je mets une petite rafale de frites, ouais. Ouais, qu'elle soit bien chaude. Non? Vous voulez pas? Avec ce supplément, multiplié par le nombre de clients et par les 350 000 couverts qu'on fait par an, bah forcément, ça fait beaucoup d'argent. On est avant tout des commerçants, bien entendu. Ces ventes par incitation représentent 30% du chiffre d'affaires de David. Et pour vendre toujours plus, à l'image des bouillons parisiens, David veut servir un maximum de clients en un minimum de temps. Ici, c'est 1h15 maximum à table. C'est une organisation vraiment minutieuse pour pouvoir accueillir le maximum de clients. Voilà. Pour que les clients ne s'attardent pas, ils doivent être servis vite. Cela tombe bien, en cuisine, tout est prêt. Régis et son équipe n'ont plus qu'à assembler les produits cuits le matin même. Allez mon petit Léo, on y va. Parmi la quinzaine de plats de la carte, il y en a un qui est nettement plus rentable que les autres. Qu'après je sors la 500, ça sera la tout cochon avec la lasagne. Cette assiette double ration, David la vend aux indécis, qui n'arrivent pas à choisir entre l'andouillette et le boudin. Ah, bah voilà la tout cochon. Mais c'est un des petits secrets du marketing pour augmenter le ticket moyen. C'est-à-dire qu'à la carte, vous avez le boudin tout seul qui est à 12,90 €, la véritable andouillette de 3
qui est à 14,80. Et nous avons un plat qui s'appelle l'assiette tout cochon. On a un boudin, on a une andouillette de 3. Eh bien, nous la vendons 19,70. Si le client a l'impression de faire une bonne affaire, c'est surtout David qui en profite, car il facture un supplément pour un produit qui ne lui coûte presque rien. Dans cette assiette, qu'il vend 19,70 €, la portion de purée lui coûte 77 centimes, l'andouillette 2,42 € et le boudin 1,92 €. Pour l'assiette tout cochon, il ne dépense que 5,11 € de matières premières et réalise une marge brute de 14,69 €. C'est 30% plus rentable que quand il vend un boudin ou une andouillette seule. Grâce à toutes ces astuces, David parvient à faire grimper son ticket moyen à 26,80 € contre 22 € en moyenne dans les bouillons. Si le patron s'y retrouve, les clients aussi. C'est bien passé. Très bien. Dites-moi combien vous me devez. 66,40 s'il vous plaît. Merci, au revoir. Et c'est excellent. Rapport qualité-prix, imbattable. Sur ce marché en plein essor, de jeunes entrepreneurs vont encore plus loin pour exploiter à fond la tendance rétro. En Gironde, à Bordeaux, cette brasserie pourrait sortir du Paris du siècle dernier, avec ses lettres peintes à la main et son enseigne art déco. Pourtant, ce soir, elle va ouvrir ses portes pour la première fois. De quoi attirer les curieuses. C'est très beau, c'est chic. Et un beau et grand restaurant, là. À l'intérieur, c'est l'effervescence. Cuisiniers, artisans, Ouais, ça m'agace un peu. chefs de projet marketing et communication. Moyenne d'âge des salariés, 25 ans. Hello. Bonjour. Une équipe dirigée par la nouvelle directrice de la brasserie, Fanny Fortaba. Là, c'est vraiment les derniers détails, on dirait pas, mais là, on est bon, ouais. On est très bon. Mais ne vous y trompez pas. Dans cette brasserie, rien n'est d'époque. Toute la déco a été achetée neuve. Ça va sonner? C'est un élément décoratif pour faire rappel aux anciennes maisons viticoles. En haut, Faustine, la décoratrice de seulement 29 ans, à gauche, a dépensé pas moins de 200 000 € pour recréer cette ambiance rétro. 2 fois plus que le budget moyen des restaurants français. Steve. Oui. Dis-moi. Ouais, c'est bien. C'est bien, Et elle a fait des folies, comme acheter ce lustre en verre de Murano à 5 000 € ou créer ce tapis de mosaïque qui donne le ton dès l'entrée. Pour référence à nos œufs maillots qui sont une entrée un peu phare. Mais sa pièce maîtresse, c'est ce vitrail réalisé à la main pour 8 000 €. Ça rajoute du cachet et puis en plus un vrai jeu de lumière. Tu me le fais roussir ça, s'il te plaît? Mais ce n'est pas tout. Pour en mettre plein la vue aux clients, la brigade travaille dans cette cuisine ouverte, équipée d'un barbecue de 2 mètres de long, pour tout cuire au feu de bois. La cuisson au feu de bois, quand on aime ça, c'est hyper bon. C'est un marqueur qui est fort et ça déclenche l'envie des gens de venir goûter. Et après, à nous de transformer ça en client fidèle. En cuisine, un seul mot d'ordre, que du fait maison. Et les jeunes cuisiniers n'ont rien inventé. Ils ne proposent que des classiques de la gastronomie française, comme l'œuf maillot à 3 €, le poireau vinaigrette à 7 ou la saucisse purée vendue 14 €. Même le pâté en croûte est fait sur place, comme tous les desserts. Bon service à tous, la cuisine. Service, chef. Quand on ouvre un restaurant, le premier service est crucial. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Il peut faire la réputation de l'établissement. Bienvenue. Un gros enjeu pour Fanny, On y va? qui veut récolter un maximum de bons avis sur sa page Google, encore vierge. Espace type diner si vous voulez. Les avis, c'est le nerf de la guerre dans la restauration. 93% des Français les consultent avant de faire leur choix. Bonsoir. Et vous allez voir que Fanny est prête à faire de beaux cadeaux à ses clients pour s'acheter une réputation. Comme avec ce groupe d'amis, immédiatement séduits par le décor. C'est hyper cool. C'est hyper cool. Ça rappelle bien les bracelets parisiennes. Ouais. Et surtout, par les prix de la carte.
Et voilà pour vous. 3 € pour 2 œufs maillots, Ouais, c'est c'est bien, vraiment hein. pas cher. Ouais. Parce que normalement, dans les cafés, brasseries normaux, c'est... Ouais, c'est genre 8 balles, ouais. 8 €. Donc là, c'est bien, c'est un bon prix. Ouais, bon. C'est une nourriture qu'on aime bien, quoi. C'est rassurant, réconfortant, c'est pas mal. Ouais. Et quoi de plus réconfortant qu'un dessert maison? Les profiteroles, s'il vous plaît. Très très bon tout ça. Pour le régime, c'est pas mal aussi. Si le repas est bien copieux, l'addition va s'avérer plutôt légère. Tout s'est bien passé? Ça a été? Car Fanny leur a offert presque toutes les boissons et les entrées, en espérant qu'ils lui laissent un bon avis sur Internet. On peut offrir tout ce qu'on veut. Si ça leur a pas plu, ils reviendront pas quand même. Hein. Et c'est comme ça pour toutes les tables. Ah oui, t'as 1000 trucs offerts, donc en vrai, ça vaut rien du tout. Non, ça va, c'est pas très salé. L'addition, elle est sucrée. Et ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Au lendemain de l'ouverture, le restaurant affiche 30 avis positifs et une note presque parfaite de 4,9 sur 5. La garantie de remplir le restaurant. Derrière ce concept de brasserie rétro, un discret groupe de restauration dont le nom est inscrit en tout petit sur la façade. Nouvelle Garde. Ce groupe possède 9 brasseries, 5 à Paris, et dernièrement il s'exporte partout en France, comme à Marseille, Lille, Lyon et à Bordeaux, la dernière née du groupe. Ceux qui ont eu la très bonne idée de tout miser sur la tradition. Les voici. À gauche, Victor Dubillot, 35 ans et loin d'être un bras cassé. Vous avez fait quoi à la jambe? Une blessure au foot, malheureusement. Ah, le ligament croisé. Dur. Ouais. À ses côtés, son associé et ami, Charles Pérez. Ça va? Leur plus grosse brasserie se trouve dans l'un des quartiers les plus prestigieux de la capitale, à Saint-Germain-des-Prés. Le lieu a même servi de décor à la série Emily in Paris. Ça va. Un succès d'autant plus étonnant que Victor et Charles sont des autodidactes partis de rien. Victor travaillait dans les assurances. Avec Charles, on est deux passionnés de bouffe. Moi, j'étais ingé à la base, je me suis fait virer, donc je me suis dit, tiens, je vais me reconvertir dans la restauration. Charles, lui, n'a même pas le bac. Il était employé dans une entreprise d'impression photo avant sa rencontre avec Victor. On commence avec les marchés, après on a ouvert un petit restaurant éphémère, on a fait un peu de traiteur aussi, pour se faire un peu la main, quoi. Et puis on a construit, mûri un projet pendant 2 ans avant d'ouvrir le vrai resto avec la vraie équipe. Leur première brasserie, ils l'inaugurent à peine 26 ans, dans un quartier populaire de Paris. On a tapé investisseurs sur Google pour trouver des gens qui allaient nous aider pour monter le premier projet. 8 ans plus tard, Charles et Victor encaissent 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et ne comptent pas s'arrêter là. Car pour capter toujours plus de clients, cette nouvelle génération de restaurateurs repousse les limites du marketing. Lyon, la capitale mondiale de la gastronomie. Avec pas moins de 5300 établissements, la concurrence entre les restaurateurs est rude. Pour faire la différence, cette brasserie, la 7e du groupe, mise sur son décor rétro. Bonjour. Mais surtout sur le sens de l'accueil de Clément, le manager. Première expérience? Sa mission, que les clients se sentent comme à la maison. Tout s'est bien passé? Au revoir Joséphine. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous. Quand il y a un client qui revient, si on peut déjà lui dire ah bonjour, vous êtes venu déjà manger il y a 2 semaines, oui, ça personnalise la venue et c'est plus sympa. Pour l'aider dans sa stratégie de fidélisation, Brasserie des Deux-Rives, bonjour, merci de patienter. En plus de ses compliments, Clément dispose dans son téléphone d'un logiciel capable de collecter de précieuses informations personnelles sur tous les clients. À quelle heure vous souhaitez venir, monsieur? Et cela commence dès que vous appelez le restaurant. Très bien. Votre nom? Au bout du fil, une personne inconnue de Clément souhaite réserver une table. Oui. Et votre prénom? Et votre numéro de téléphone? Immédiatement, il crée une fiche dans son application avec toutes ses coordonnées. C'est noté, je vous dis à demain midi. Merci beaucoup, au revoir monsieur. Ce logiciel américain, c'est 7 Rooms.
Truffé d'intelligence artificielle, il sait exactement ce que vous aimez manger, combien vous dépensez, et même si vous êtes allergique aux fruits de mer. Déployer cet outil dans les 9 brasseries du groupe, c'est l'idée d'Étienne Vinatier, le directeur exécutif. Coût du logiciel, 55 000 € par an. C'est bien passé, Émilie? Ouais, on a bien couru. S'il est prêt à dépenser autant, c'est que ce logiciel peut faire grimper son chiffre d'affaires en identifiant les plus gros clients. C'est un logiciel qui est relié à notre logiciel de caisse. On va tout savoir si elle a déjà annulé et on aura ses habitudes de consommation. Ce soir, un gros portefeuille est attendu. L'équipe va devoir le chouchouter. On a un très bon client qui a un très bon panier moyen, plus de 60 € par couvert, donc ça serait pas mal de la placer sur une jolie table, ils sont 4. Ce client va tout de suite rejoindre une étonnante catégorie dans le logiciel. Ce qu'Étienne appelle un tag. Nous, on a un tag interne que les clients ne voient pas, qui s'appelle le tag kiffer, mais c'est une petite blague entre nous, quoi. Les kiffers, ce sont les clients les plus dépensiers, dans leur jargon. Mais ce n'est pas la seule information qu'Étienne peut exploiter. En enregistrant chacune de vos dépenses et la fréquence de vos visites, le restaurant peut vous classer. Kiffer, si vous dépensez beaucoup. VIP, si vous êtes une personne influente. Groupe, si vous sortez souvent à plusieurs. Et même banni, si vous n'honorez pas vos réservations. Un moyen très efficace de chouchouter les fidèles et d'augmenter ainsi son chiffre d'affaires. Et on se met en place pour ce soir? Ce soir, malgré les 250 personnes à servir... Allez, merci. Clément va dérouler le tapis rouge au fameux kiffer. Je crois qu'elle est là. Bonsoir. Isor, le prénom. Oui. Bienvenue. Vous êtes déjà venu. Moi, oui. Vous me reconnaissez? J'ai tout marqué sur mon téléphone. Ah, je me disais que ça allait être... Oui, suivez-moi. Ce gros client, un peu surpris d'être reconnu, s'avère être cette jeune femme de 25 ans. Est-ce que la table vous convient? Oui. À qui Clément Voici, mesdames. a réservé la meilleure table. Désirez une carafe d'eau plate, d'eau gazeuse pour commencer? D'eau plate? Oui. Si le manager est aux petits soins, c'est pour qu'elle dépense au moins autant que la dernière fois. Qu'est-ce que vous désirez boire pour l'apéritif, pardon? Là, ça sera que de l'eau, ouais. De l'eau? Ouais, Ok. on est resté là-dessus. Il n'y a pas de maths? Désolée. Pas de problème. Mais la technologie n'a pas la science infuse. Ce soir, pour les 3 copines, c'est tournée de carafe d'eau. Et pour le dîner, elles vont commander le minimum. Il y a 3 bavettes et une petite salade frisée et les truites fumées en entrée. Là, on est à 77, donc tu divises par 3. Ouais, 25. C'est pas top pour l'instant. Quasiment 3 fois moins que la dernière fois. Et oui, mais c'est comme quoi le logiciel peut nous aider en se disant que quand elles sont venues la fois précédente, c'était une très belle table. Mais aujourd'hui, c'est une table qui, peut-être ce soir, va faire plus attention parce que peut-être elles prennent la route ou que la fois précédente, c'est une occasion bien particulière, on ne sait pas. Tant pis pour cette addition. La brasserie a tout de même gagné 2 nouvelles clientes. Ces nouveaux restaurateurs pourraient bien faire du tort aux historiques de la cuisine de tradition. Les bouchons. Car à Lyon, ces établissements typiques se livrent une guerre sans merci à qui sera le plus authentique. On arrive dans la rue. Il y a beaucoup de restaurants. La bouchon lyonnais aussi. Géraldine et Inès sont venues d'Auxerre entre mère et fille pour découvrir les spécialités locales, comme la saucisse de Lyon, la tarte aux pralines roses ou l'artichaut au foie gras. Mais dans cette rue du centre-ville, il y a un bouchon tous les 10 mètres. Il y en a beaucoup. Pour faire le bon choix. Donc un autre. Géraldine va recourir à une bonne vieille méthode. Demander conseil à l'Office du tourisme. Bonjour mesdames. Bienvenue. Bonjour. Si Lyon compte plus de 350 bouchons, la ville n'en recommande que 24, réunis sous ce label, avec un logo en forme de marionnette guignol. Il y en a dans chaque quartier de la ville. Vous pouvez vous inspirer des adresses que nous vous recommandons ici. Ce sont des bouchons lyonnais qui vraiment ont à cœur de valoriser le savoir-faire, la cuisine locale, ce patrimoine lyonnais. Et on va se tester donc. Parfait. Ce label serait la garantie de déguster une cuisine traditionnelle
évidemment faites maison. Parmi les 24, Géraldine a jeté son dévolu sur le poêlon d'or. Alors, ce guide Michelin, le Gautier Millot, ça a l'air assez réputé. Un bouchon installé sur la presqu'île de Lyon depuis 1860. Alors, on avait réservé pour 2. Sur la banquette. Merci à vous. Avec sa décoration surannée, ce restaurant promet un voyage dans le temps. Un peu comme aller manger chez sa grand-mère. Alors, cuisine Saint-Goutte, généreuse, populaire. Je pense qu'on y est. On y est. À la carte, des plats typiques de la région, 100% fait maison, comme la salade lyonnaise en entrée à 13 € ou le filet de bœuf au mori à 32. Il y a les traditionnelles quenelles lyonnaises avec sauce aux écrevisses qui a l'air plutôt tentante. Voilà. La quenelle, c'est la spécialité du patron, Yann Lal. J'ai pas de pâte à choux, ça fait comme un chou. Oui, parce que ça fait souffler. It's good? Oui, mais you like it? Merci. Merci. Bien. Du meilleur. À l'image de ces touristes, les clients s'arrachent ces quenelles. Mais avant de pouvoir les déguster, Géraldine et sa fille vont devoir patienter 40 minutes. Car en cuisine, la recette est très chronophage. Attention les petits garçons. Michael Lorini est un chef passé par les plus belles tables de Lyon. Payé 4 500 € par mois pour son savoir-faire. Je donne pas la recette, hein, c'est secret. Allez, on va y mettre le lait en entier. Dans la recette, ce ne sont pas les ingrédients qui coûtent le plus cher. Environ 2 € par quenelle. Avec mon beurre. La farine, c'est bien mélangé avec mon liquide. Ce qui fait grimper le prix, c'est le temps passé par Michael. La recette lui prend 2 heures, soit près de 60 € de temps de travail. Et là, regarde, je vais faire une espèce de petite pâte à pizza. Elle va sécher tout doucement. Le plus long, c'est la préparation de la garniture. Car ici, le brochet arrive entier et le chef lève les filets à la main. Voilà. Hop là. Et là, il est venu. Salut. Beau bestiaux. Reste à hacher la pâte et le poisson. Là, j'y vais. Un morceau de panade. Un morceau de poisson. Quand je vais venir creuser, regarde ce que ça donne. Voilà, là, on a une jolie quenelle bien façonnée, tu vois. Regarde. Hop. Donc ça reste quand même technique, tu vois. Et là, je vais venir tapoter au fond dans ma casserole tout doucement. Et elle va se décoller toute seule comme une grande, regarde. Michael en est déjà à 1h30 de travail. Et pour respecter les critères imposés par le label, il va prendre 30 minutes de plus pour réaliser une sauce aux écrevisses fraîches. Et là, regarde, boum. On fait évaporer l'alcool, faut pas avoir peur. Regarde, tu vois, c'est comme ça que j'ai perdu mes cheveux encore, tu vois. Et regarde, on a une belle texture, voilà, nickel la sauce. T'as vu le taf qu'on a eu jusqu'à maintenant quand même? Après 20 minutes au four, la quenelle est enfin prête à rejoindre la table de Géraldine et sa fille. Et on y va. Qui la paieront 24 €. Parfait, c'est pour moi. Le prix de la tradition. C'est délicieux. C'est délicieux, oui. Le goût, la texture, ça me plaît. Si ce bouchon fait figure de bon élève, certains établissements pourtant labellisés sont beaucoup moins scrupuleux pour préserver leur marge. Olivier Canal est le patron d'un bouchon très couru. La fumerette, c'est pour madame. Ah, c'est pour vous? Vous avez la cuillère, vous voyez? Attention, c'est chaud, mon lapin. Mais il est aussi le président du label des bouchons lyonnais, le gardien du temple. Bonjour, bonjour. C'est des lièvres. 2 petits lièvres que je vais faire seulement à la Royale, rapidement. Donc, tu vois... Bon, c'est pas très glamour, là, mais une fois désossé, farci et cuit, c'est que du bonheur. Depuis 2012, sur les 530 bouchons de la ville, seule une vingtaine a trouvé grâce aux yeux du jury. Ces 6 patrons de bouchons qui ont pignon sur rue. Donc l'objectif, c'est de montrer patte blanche et d'offrir à la clientèle qui vient à Lyon la certitude d'aller dans un établissement qui fait de la cuisine authentique. Et voici les critères à respecter pour faire partie de leur label très select. Par exemple, les clients doivent voir ce qui se passe en cuisine. Pour la décoration,
L'art contemporain est interdit pour renforcer le côté traditionnel. Et dans les assiettes, un produit non maison est éliminatoire. Voilà. Et nous pourrions bien avoir soulevé un lièvre. Qui produit sa propre quenelle ici? C'est le seul, voilà. Toi aussi? Je suis en suggestion de la quenelle que je fais moi. Voilà, dedans. Voilà. 80% de ces restaurateurs labellisés servent des quenelles industrielles à leurs clients. C'est un produit qui fait un peu dérogation à... Oui, pas fait maison, mais artisanal. Oui, après, il y a aussi une question d'hygiène, les gars. Si on fait nos quenelles maison, c'est 48 heures. Moi, par exemple, dans mon restaurant à l'Entrepote, on les fait pas. Non plus. Pour une simple raison, une quenelle, ça prend du temps. Comme le reste. On n'a pas les structures, on n'a pas forcément le personnel. On a des industries, des artisans, pardon. Ils vont nous produire qui vont nous proposer ce produit. L'industriel qui a réussi à convaincre les plus grands chefs de ne plus faire eux-mêmes ce plat emblématique a accepté de nous ouvrir ses portes. Donc c'est du brochet qui arrive du Canada, donc qui est pêché dans les Grands Lacs. La gérante de cet atelier familial, c'est Luce Marie Bonhomme. Avec sa sœur Agathe, elles produisent chaque année 500 000 quenelles vendues dans la plupart des bouchons lyonnais. Si elles ont autant de succès, c'est qu'elles ont mis au point un process industriel qui divise par 10 le temps de préparation. Le brochet arrive prêt à l'emploi et ce robot parvient à mouler 100 quenelles par minute. Le poussoir, il a été étudié justement pour pas que les quenelles se déforment quand elles sont pochées. Résultat, Luce Marie arrive à produire tous les matins les milliers de quenelles servies le jour même dans les bouchons. C'est parti? On charge tout ça. Bonjour, bonjour, comment va? Il y a la quenelle, la fameuse, la vraie, l'inoubliable. Ne l'oubliez pas. À bientôt. Une petite entorse à la tradition qui n'empêche pas les bouchons de cartonner en générant près de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pyrex, le Creuset, le parfait, c'est bien connu, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes. Et ce ne sont pas ces marques made in France centenaires qui vous diront le contraire. Leurs ventes s'envolent et les jeunes adorent. Plats pour air fryer, petit prix et nouveaux matériaux, vous allez découvrir comment ces vieilles dames de la cuisine française se réinventent. Capitale présente, cocottes, plats et bocaux, les vieux pots ont une nouvelle jeunesse. C'est un reportage d'Hélène Le Baron. Bienvenue dans la pièce préférée de ma maison. C'est une méthode de conservation centenaire. Ici, on est dans mon garde-manger. Et qui continue pourtant de faire saliver bien des gourmands. Chez Bonnie, du sol au plafond. On va trouver des tomates farcies, des boulettes farcies. Je crois que là-bas, on a des boulettes de porc, veau, courgettes. De quoi déjeuner et dîner pendant plus de 6 mois. Ici, là, c'est des plats uniques avec, je sais pas, par exemple, le cabillaud, riz, ratatouille. Il suffit de simplement de l'ouvrir, de le faire réchauffer. Des entrées, des plats, des mijotés, du poisson, des desserts. Il y en a pour tous les goûts. À 43 ans, cela fait 6 ans que Bonnie s'est mise, comme on dit, à beau côté. On est sur la fin de la saison, on va se faire 5 litres de ratatouille. On va faire des économies parce que c'est le moment où on les achète de saison. Donc c'est le moment où on peut les avoir le plus bas prix, même au niveau électricité qui coûte très très cher. Quand on veut faire 5 litres de ratatouille mais qu'on utilise le même temps d'électricité, c'est en tout cas plus économique et on arrive à en avoir pendant tout l'hiver et honnêtement on se régale. Quand on ressort du soleil dans l'assiette, c'est génial. Fière de consommer du fait maison, mais surtout de réaliser de grosses économies. Ce serait plus simple d'acheter un bocal de ratatouille au supermarché. Plus simple, plus facile, mais pas meilleur, ça c'est sûr. Cette ratatouille lui aura coûté moins de 3 € le litre. Si Bonnie l'avait achetée déjà prête en supermarché, pour la même contenance, elle en aurait eu pour 8 €. Son seul investissement, c'est cette machine à stériliser, 200 € en moyenne, et qui permet de conserver ses bocaux en toute sécurité pendant plusieurs mois. On va donc lancer, je pense, pour 1h30 à 100 degrés. Le but est de tuer toutes les bactéries et faire le vide d'air pour pouvoir garder 6 mois, 1 an, les bocaux. Pratique, économique, les vieux pots retrouvent une place de choix dans nos cuisines.
T'as entendu? Et là, de suite. Et voilà. Le visuel, l'odeur, le bruit, ben là, on va y casser 2-3 œufs et puis je pense qu'on sait ce qu'on mange à midi. Leurs ventes sont en hausse de 30% cette année. Un retour en grâce que personne n'a vu venir. Des gros bocaux en verre, des cocottes en fonte imposante, des plats à tarte incassables. Ces ustensiles bien connus de nos grands-mères auraient pu prendre la poussière dans nos placards. Mais voilà que la jeune génération leur offre une cure de jouvence. Et maintenant, vous allez commencer à me connaître, mais moi, je peux mijoter pendant des heures et des heures et des heures. Pyrex, Le Creuset, Le Parfait, Staub, ces entreprises centenaires sont plus que jamais à la mode. Leur stratégie, créer l'événement avec des prix cassés. Elle est à 227 € au lieu de 379, donc moins 40%, donc elle part avec moi. Ils se réinventent en collant à toutes les nouvelles tendances. Le air fryer, il est né pour quelque chose où vous pouvez mettre du vrac. Et finalement, le consommateur se l'est approprié et a décidé qu'il allait tout faire dedans. Donc on est là pour les accompagner. Et au royaume de la cocotte, un challenger est en train de dynamiter un modèle iconique. Il faut qu'on utilise notre cocotte d'une seule main. Et donc là, 1,4 kg, 1,5 kg. Et ses ventes s'envolent. Et voilà, vous avez le bourguignon avec mon petit twist. Pour moi, c'est le meilleur bourguignon, évidemment. À l'ère des super robots électroménagers, enquête sur ces plats de grand-mère, pas prêts de prendre leur retraite. Quand on fabrique la même chose depuis un siècle, pas simple de se réinventer. Et pourtant, au cœur du Berry, dans l'Indre, Pyrex est en train de réussir cet incroyable pari. Depuis plus de 100 ans, la marque réalise des incontournables de nos cuisines avec une recette quasi inchangée. Sa réputation, de l'incassable vendu à moins de 20 €. Plus d'un siècle qu'on utilise du Pyrex dans nos cuisines. La belle histoire naît aux États-Unis un peu par hasard. Grâce à Jesse et Bessie Littletown, un couple originaire du Michigan. Lui est ingénieur et fabrique des lanternes en verre destinées aux chemins de fer. Le verre ultra résistant supporte les forts changements de température. Elle, femme au foyer, est contrariée par ces plats qui cassent dans le four. Ils ont l'idée de créer un plat à tarte avec ce matériau. Un objet devenu iconique. Rien qu'en 2024, il s'en est encore vendu 91 000 pièces. Mais la marque ne compte pas que sur ses best-sellers. Il a fallu faire des paris et sortir de sa zone de confort. Le vrai crash test pour Pyrex, c'est d'avoir créé un nouveau plat un peu au culot. Et leur planche de salut pourrait bien venir de la star de l'électroménager, le air fryer. On va faire un point aujourd'hui sur notre sujet favori qui est l'air fryer. Le air fryer, une friteuse à air chaud sans huile qui fait fureur dans les cuisines ces dernières années. Rien qu'en 2024, il s'en est vendu près de 3 millions en France. Mélanie, la directrice marketing, est sûre de son coup. On sait qu'on est sur un marché qui explose, et ça dans la plupart des pays dans le monde. On est sur un marché à 8 milliards de dollars en 2024, et les chiffres prévoient qu'on va doubler les chiffres d'ici à 2032. Un succès insolent qui a de quoi faire saliver Pyrex. Car la nouvelle star de l'électroménager possède quelques défauts de taille qui font bondir les utilisateurs en ce moment. Une aubaine que Pyrex ne compte pas laisser filer. On sait que de plus en plus les consommateurs utilisent des plats pour faciliter leur cuisson au air fryer, surtout du silicone et du papier. Alors le papier, il y en a certains qui nous remontaient que ça pouvait brûler ou même se déchirer quand ils sortaient leur plat du air fryer. Et le silicone, alors c'est pas toujours évident à laver. Et il y a certaines odeurs qui peuvent aussi émaner à la cuisson. Donc on a un pavé de cabillaud congelé. Mélanie et ses équipes ont planché pendant plus d'1 an sur la conception de ce nouveau plat. Donc là, on va mettre dans le air fryer le plat Pyrex. Très pratique grâce à sa poignée. Et là, on va mettre directement dans la cuve. Mais il va falloir
sortir le bac et transvaser. Là, il y a de la manipulation. Il y a de l'huile qui va couler au fond du bac. Et là, on va laisser chauffer pendant une quinzaine de minutes. Fin de cuisson. À l'ouverture des deux cuves, le résultat est sans appel. Donc là, ici, on voit que on a gardé le moelleux dans la préparation. Et là, à l'œil, ça semble plus sec. Et il va falloir l'enlever pour pouvoir le servir dans une assiette. Là, on voit qu'il y a du jus, de la caramélisation. Donc on sent que ça va être plus compliqué à laver. Quand on voit cette démonstration, on se dit qu'effectivement, ça répond à quelque chose dont on a besoin et on le voit au niveau des ventes. Donc il y a une vraie demande, que ce soit effectivement en magasin ou sur notre site internet. Donc on ne s'est pas trompé et ça va rester un de nos grands focus sur les années à venir. Commercialisé 10,90 € en magasin, Pyrex a développé 7 autres tailles différentes. De quoi s'adapter à 90% des marques de air fryers. Et pour rentabiliser au maximum sa fabrication, les rois du verre ont tout automatisé pour diminuer leurs coûts de production. C'est la mission de Claude Bain, le directeur de l'usine. Les machines, à partir du moment où elles sont réglées, elles savent ce qu'elles auront à faire. Derrière ça, nous, on ne fait que de la maîtrise de process. On optimise les ressources, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient matières et qu'elles soient au niveau humain. Pour rester dans la course à la rentabilité, la masse salariale a même diminué de 20% en 20 ans. Et pour aller plus loin dans les économies, Pyrex a investi 7 millions d'euros dans ce four, le plus grand d'Europe en la matière. Ce four-là a une caractéristique, c'est qu'il utilise 2 fois moins d'énergie qu'un four à gaz traditionnel. Sachant qu'aujourd'hui, l'énergie coûte cher et donc moins on va en consommer et mieux ce sera. Des économies qui permettent à Pyrex de continuer à produire en France. Pari réussi. La marque vient déjà d'écouler plus de 250 000 plats à air fryers en un an. Et pour 2026, elle projette d'en vendre 2 fois plus. Collée aux tendances, cette nouvelle politique a permis à Pyrex de se relancer à grande vitesse. Mais au royaume des vieux pots, il y a un produit culte qui continue de faire rêver, même les cuisinières en herbe, la cocotte en fonte. Depuis quelque temps, c'est une déferlante qui s'abat sur les réseaux sociaux. Et maintenant, vous allez commencer à me connaître, mais moi, je peux mijoter pendant des heures et des heures et des heures. Longtemps considéré comme l'ustensile indispensable à la mère de famille des années 30, aujourd'hui, les jeunes affichent leurs grosses marmites comme des accessoires de mode. Et les stars emboîtent le pas. Meghan Markle, Jennifer Garner ou encore le rappeur Snoop Dogg. La bonne vieille cocotte n'a jamais été aussi cotée. Comptez 300 € en moyenne la marmite. Alors pour séduire les jeunes, même les grandes marques cassent les prix. Dans cet univers, la marque star, c'est Le Creuset. Pour s'en apercevoir, il suffit de se rendre un dimanche matin à Paris. Un événement se joue à guichet fermé et il a lieu seulement 2 fois par an. Mesdames et messieurs, vous avez encore 1 minute pour avoir la cocotte couleur cerise à 95 € au lieu de 143,40 €. Vous avez encore. Des cocottes bradées à moins 30, moins 40, moins 50%. Il s'agit de fin de série ou de modèles qui n'ont pas rencontré un franc succès. Les clients viennent des 4 coins de la France. Moyenne d'âge, 30 ans. Blandine arrive de Besançon, 6 heures de route accompagnée de son conjoint Johnny et de son père Michel. Celle-là, mon cœur, tu me l'as aussi? Non? Blandine rêve de s'acheter le modèle culte de la marque, celui lancé en 1925. Parmi les sauciers en fonte, les poêles, le petit ustensile de cuisine, enfin le Graal pour Blandine. C'est vraiment la couleur orange volcanique. On a les 2 pintes de fond qui se défont. Vous avez le revêtement qui est en émail. Elle est à 227 € au lieu de 379, donc moins 40%, donc elle part avec moi.
Des centaines de cocottes en fonte qui vont s'écouler en 3 jours seulement. Vous avez pris quoi là dans votre sac? J'ai pris quoi? J'ai pris une petite cocotte rouge et orange. En plus, les dégradés sont canons. Et un plat à gratin. J'adore cette marque. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment la marque de nos grands-mères pour faire leurs plats. Et aujourd'hui, je trouve que c'est remodernisé avec des couleurs hyper sympas. Et pour ça, les clients sont prêts à dépenser sans compter. On y va? 200 € en moyenne. Mais ces cocottes en fonte valent-elles vraiment ce prix? En France, une poignée de fonderies remettent au goût du jour la bonne vieille cocotte en fonte. Dans les Ardennes, à Viviers-au-Court. On fabriquait jusqu'à présent essentiellement des poêles à bois. Mais depuis quelque temps, chez Invicta, on relance la cocotte. Et chez eux, elle est 20% moins chère que les concurrents. L'une des raisons, la matière première. 80% des cocottes sont fabriquées avec de la fonte recyclée. Hervé Didier, le directeur du site, veille sur ce tas de ferraille, son petit trésor. Dans la fonte liquide, on va avoir environ 20% de fonte neuve et le reste c'est du recyclage. Dans la fonte recyclée, vous pouvez avoir différentes pièces. Vous allez avoir des anciennes pièces mécaniques, donc des disques de frein, des vannes, ou alors des pièces d'anciens bâtiments, donc des vieux radiateurs en fonte. Il en achète 5 tonnes chaque jour. Comptez entre 400 € et 600 € la tonne de fonte recyclée, moins cher que la fonte neuve, entre 500 et 700 € la tonne. Une cocotte recyclable à l'infini. Le petit tas de casseroles là, c'est les produits qui n'ont pas répondu à nos exigences en termes de qualité. Quand on a des dépôts qui sont plus admissibles selon notre cahier des charges, ils arrivent ici pour être à nouveau refondus. Donc là, par exemple, sur cette pièce, elle est écartée simplement parce qu'ici, il y a ce qu'on appelle une porosité. Donc c'est un petit trou dans la fonte. 80 tonnes de fonte soulevée par Régine, opératrice de chargement. Ce qui va monter. Comment ça se passe ce chargement aujourd'hui? Nickel. Ça va? Oui, oui. Elle dirige à distance cet aimant géant. Elle prépare, elle met les différents ingrédients dans la marmite. Moi je dis c'est une recette, en fin de compte c'est une recette. Et pour faire bouillir la marmite, toujours le même combustible depuis un siècle, le charbon. Les matières premières vont être acheminées dans ces grosses cuves pour obtenir une fonte liquide. C'est un process qui n'est pas nouveau, qui existe depuis plusieurs centaines d'années. Et donc les installations ici sont plus que centenaires. Un procédé quasi inchangé depuis un siècle. Ici, pas de bras robotisés, mais une dizaine d'ouvriers équipés de scaphandres. Tandis que les uns dépoussièrent les cocottes, les autres effectuent des contrôles visuels. Et surprise, à ce stade, la casserole ne vaut pas encore grand-chose. Là, la fourchette de prix sur une cocotte, on est entre 15 et 20 €. C'est à l'étape d'émaillage qu'elle va prendre toute sa valeur. L'émaillage, c'est la texture que vous avez déposée sur la fonte qui permet d'assurer son alimentarité et ses propriétés pour pouvoir la mettre sur du gaz, sur une plaque à induction. C'est ce qui va rendre son produit utilisable en cuisine. Une opération qui va ainsi propulser son prix. À sa sortie du four, 3 couches d'émaillage, coûteuses en matières premières et en main-d'œuvre, font tripler la valeur de la cocotte. La marmite sera ensuite vendue en moyenne une centaine d'euros au distributeur, soit une marge brute, entre 10 et 15% pour le fabricant. Ce jour-là, les ouvriers posent une couleur vert émeraude sur une série de cocottes qui s'envolera ensuite pour l'Australie. Et après, on attaque une autre campagne d'une autre couleur. D'accord, très bien. Toujours pour l'Australie. Toujours pour l'Australie. Là, c'est le vert émeraude et après, on attaque le nougat. Ok, d'accord, très bien. Choisir les bons coloris, c'est crucial pour booster les ventes. Par exemple, ici, le blanc intérieur et extérieur, plutôt pour les États-Unis, et vert olive. Et on a pour des pays plutôt asiatiques,
Les coloris, ici, un peu plus flashy, rose, violet, voilà, couleurs un peu plus marquées. Depuis quelque temps, l'usine retrouve un second souffle grâce à ses cocottes colorées. Et ceux qui ont rallumé le feu viennent de loin. Koichi, welcome back. How are you? Fine, thank you. Bien et vous? Étonnamment, les Japonais sont prêts à acheter notre vieille marmite française au prix fort. Koichi Tayama a fait plus de 16 heures d'avion pour s'emparer des derniers modèles de la marque. Plus de 12 000 cocottes. Cela représente un contrat de quelques millions d'euros pour David et Isabelle, les équipes marketing d'Invicta. Les Japonais aiment les produits historiques. Les cocottes chasseurs ont plus de 100 ans d'histoire. C'est pour ça qu'on a envie de vendre ces produits. C'est aussi comme un bel objet d'intérieur. Si vous la mettez au centre de la table, ça fait « ha ». Pour séduire ses nouveaux clients, la marque vient même de dégainer une nouvelle marmite à la sauce japonaise. This is the rice cocotte. We have realized it especially for Asia. I think for Japan, it's going to be one of the best sellers. Ah, la cocotte pour le riz, c'est très important pour nous. Une mini cocotte qui sera proposée à près de 200 €, contre 169 € en France. Un prix élevé qui va être étonnamment le principal argument de vente. L'idée, c'est de positionner le chasseur au prix plus élevé par rapport aux autres concurrents. C'est la cocotte la plus chère. Koichi Tayama ambitionne de faire entrer la gamelle de grand-mère dans des galeries commerciales de luxe au Japon. Les centres commerciaux japonais sont synonymes de produits de qualité. Dans ces galeries, il y a aussi Louis Vuitton, Prada, Gucci. Ce sont des marques de haut standing. Et pour arriver à ses fins, il mise sur des madames. Des influenceuses de la haute société japonaise. C'est une des madames avec laquelle on va collaborer. C'est une leader d'opinion. Elle vit à Tokyo. Elle publie des photos où elle cuisine des plats japonais. Donc on veut lui demander d'utiliser les produits chasseurs. En moyenne, les cocottes seront vendues 15% plus cher qu'en France. Belle vitrine, un positionnement premium pour des produits qui les méritent. Donc on est très content d'entendre ce type d'approche et de stratégie. L'importateur et la marque viennent de sceller un partenariat de 3 ans. Si nos bonnes vieilles marmites françaises sont devenues un marqueur de réussite sociale à l'étranger, en France, elles retrouvent leur éclat auprès d'une génération qui renoue avec la tradition. Dans un petit village près de Dole, en Franche-Comté, une collectionneuse des vieux pots de grand-mère, Blandine. Alors déjà là, j'ai le set huile d'olive et vinaigre, j'ai les petites poivrières qu'on met sur la table, j'ai les gros moulins, la cocotte, la petite casserole bec verseur, j'ai tous les plats foie gras terrine, en 6 exemplaires j'ai. Puis là, j'ai une édition limitée, donc qui coûte assez cher, elle est peinte à la main. C'est l'édition Saint-Valentin. Ça, c'est une sauteuse. Pour moi, alors c'est mon bijou. Je voudrais pas qu'elles s'esquintent, je voudrais les garder les plus longtemps possible, même si elles sont garanties à plus de 30 ans et parfois à vie. Cette conseillère bancaire possède plus d'une vingtaine de pièces. Valeur, près de 4 000 €. Les gens savent que c'est quand même une marque qui coûte assez cher et qui est plutôt un peu luxueuse. Après, les gens ils me disent « Ah, t'as dû le creuset ?» Oui, j'ai dû le creuset. Alors quand Blandine reçoit, elle ne boude pas son plaisir et sa fameuse cocotte orange est de sortie. Au menu, poêlée franc-comtoise. Pour moi, cuisiner dans les cocottes en fonte, c'est l'ancien temps, c'est le goût. On va pas se mentir, ça n'a pas du tout le même goût. Le fait que ça mijote, le fait que ça garde. De beaux morceaux de lard,
des saucisses de la région et des pommes de terre. C'est moelleux, c'est fondant à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. C'est prêt. Mais pour assurer le service, il faut être un peu costaud. C'est un peu lourd, mais ça va. Bon, ça doit faire 7-8 kilos, sachant que la cocotte à elle seule fait 5,5 kg. Donc faut être un peu musclé, mais ça va. On prend des forts, justement. Un effort vite oublié. Johnny et Dimitri, son collègue, saluent ses talents de cuisinière. Bah, c'est très bon comme à chaque fois. On n'a jamais été déçus. C'est quoi la marque de fabrique quand on vient manger chez Blandine finalement? Bah, la bonne cuisine, dans les bonnes cocottes. C'est une autre paire de manches quand il faut s'attaquer à la vaisselle. La vaisselle à la main, oui, dit on va tout laver. Comme un grand produit de luxe, la cocotte a aussi le droit à sa petite crème de beauté. Là, on met le produit du coup que le Creuset nous vend, donc ça nettoie et ça protège l'émail, ce qui permet que l'émail reste brillant et puis qu'il reste entretenu. C'est un produit qui coûte 40 € et c'est que pour l'émail blanche. J'en prends soin comme un bijou, oui. C'est sûr que je vais pas m'amuser à en acheter une tous les ans. Mais laver une cocotte est une mission périlleuse. Pas pratique ni à laver, ni à essuyer. Parce que c'est lourd, faut bien faire attention à pas faire tomber le produit non plus. Vu que là, on peut pas tenir des deux mains, il faut bien tenir, bien coller. Il suffit que ça vous lâche un coup dans les mains, bah pouf, c'est par terre, c'est cassé, c'est fini. Le poids, un gage de qualité pour Blandine, comme beaucoup de ses fans. Mais sur ce marché bien établi, des jeunes loups sont en train de mettre le bazar dans les cuisines. Avec une cocotte, nouvelle génération. À Brignais, des Lyonnais se sont attaqués au point faible des vieilles cocottes, leur poids. Hello les cocottes, je suis avec Timothée et Laurent et aujourd'hui, Timothée nous montre sa recette de bourguignon. Nina et Clémentine, 27 et 33 ans, ont lancé une cocotte en aluminium. Une casserole 3 fois plus légère et surtout 2 fois moins chère qui cartonne. En gros, je t'explique comment on va procéder. Donc bourguignon, tu vas fariner la viande, tu vas la mettre dans la cocotte avec un peu de beurre, un peu d'huile, traditionnelle, des sourires et on y va. Ça a l'air simple comme ça. Elles ont beau réaliser des recettes de grand-mère pour près de 240 000 followers chaque semaine. Salut les cuistots. Salut Laurent. Ah, c'est la finance qui s'y colle aujourd'hui. Chacun son tour. Bon. Tout est savamment orchestré par Laurent Hameux, leur patron à la tête de Cookut. Son objectif, convaincre les jeunes de craquer pour sa marmite. Je pense qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui sur le fait qu'on est capable, avec des produits peut-être un peu plus modernes et qui peuvent être aussi colorés, un peu drôles, de faire exactement le même type de cuisine. Il a baptisé son produit l'incroyable cocotte et il en vend 100 000 par an. C'est bien que tu montres aussi que ça colle pas au fond pour rassurer aussi. Je fais un beau zoom. Autre avantage qu'il revendique, une cuisson sans matière grasse. Elle cuisine déjà aussi bien qu'une cocotte traditionnelle, puis elle est quand même très légère aussi, ce qui fait qu'on a quand même moins la flemme d'aller récupérer la grosse cocotte en fonte sur le meuble qu'on a laissé à peu près toute l'année et de la remettre sur la cuisine. Donc le fait qu'elle soit légère, elle est vraiment utilisée toute l'année. C'est déjà très beau. Hein. Ouais, ça commence à s'en sort bien. Ces vidéos sont le principal outil de communication de la marque pour capter un nouveau marché. Forcément, la cocotte, c'est quelque chose qui est utilisé pour les personnes qui ont plus l'habitude de cuisiner, pas forcément des personnes jeunes. Et nous, avec le design et les vidéos et notre communication, on a essayé d'aller chercher un peu cette population qui n'était pas forcément intéressée par ça. Et on voit que ça marche parce qu'on en voit dans notre entourage des proches, des amis qui disent « Ah, c'est sympa, ça me donne envie de cuisiner, elle est jolie dans ma cuisine. » Voilà, on a un peu le côté design qui nous aide là-dessus. Avec ses équipes, Laurent réalise plus de 150 vidéos par an. On a l'impression que ça se fait tout seul, donc c'est... Alors tout seul, par contre, il faudrait que tu couvres le... Ah ouais, on parle mais... Ça cuit tout seul, et à les écouter, c'est très rapide. Comptez 1h30 pour la cuisson d'un bœuf bourguignon. C'était bien, Clem, tu peux être un tout petit peu plus proche, et oui, tu peux t'accouder un peu sur lui, ouais. Contre plus de 2 heures pour la recette classique dans la marmite en fonte. Et voilà, vous avez le bourguignon avec mon petit twist. Pour moi, c'est le meilleur bourguignon, évidemment. Maintenant, je vous laisserai essayer chez vous, me dire si le défi réussit, mais je pense que je m'en sors pas mal. Une stratégie décalée et dans l'air du temps. Le chiffre d'affaires de la marque est en constante progression, plus 60% par an. Succès de cette recette grâce à cette cocotte, elle est magique. Défi relevé, super.
La communication sur Internet ramène indéniablement du trafic sur le site Internet, du trafic chez nos revendeurs et indéniablement des ventes. Donc pour nous, on sait que c'est un canal qui génère du chiffre d'affaires. Oui. Quasiment 40 millions de chiffre d'affaires pour 2025. Alors Laurent ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le patron a déjà remporté la bataille du poids et du prix. Maintenant, il s'attaque à un autre problème. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Le coût de l'énergie. Alors, ce plat à four. On a réussi à innover sur un produit où il n'y avait pas eu d'innovation depuis des années. Le plat à gratin, capable d'être aussi un moule à gâteau. Il vous permet de cuisiner plusieurs recettes en même temps et de n'allumer le four qu'une seule fois. Si on a un petit four, ça permet de mettre un seul plat dedans et de préparer 2 ou 3 préparations en même temps. Donc ça, c'est sûr qu'on économise et de l'énergie et du temps. C'est pas un plat qui cuit plus vite, hein, donc ça veut dire que c'est pas un plat magique, c'est juste un plat malin. Commercialisé 89,90 € en magasin, son démarrage affiche 40 000 pièces vendues sur un an. Fort de ce succès, Laurent Hameux veut dégainer toute une gamme d'accessoires pour son nouveau plat. Je voulais vous présenter du coup le premier accessoire pour l'année prochaine. C'est donc un dôme de cuisson, une sorte de couvercle qui permet de faire des cuissons longues. Des petits accessoires en plus qui pourraient faire grimper de 20% le panier moyen de leur nouveau plat à four. Grâce à son incroyable culot, en 5 ans, Cookut a réalisé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Elle a accompagné des milliers de familles pendant des années. L'amie du petit déjeuner, la chicorée fait son grand retour. Longtemps boudée au profit du café, désormais, ses bienfaits attirent de plus en plus les jeunes. Et c'est bien sûr la chronique de Martial Liu. Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'ami Ricoré, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Elle a accompagné les réveils des Français pendant des années. Aujourd'hui, la chicorée rivalise avec le café pour les petits déjeuners. En 2 ans, sa production a bondi de 20%. Dans le nord de la France, entre Lille et Calais, c'est ici, le berceau de la chicorée. Ça fait 160 ans que la famille d'Éric Rivenet cultive cette plante et il n'en a jamais autant vendu. Bonjour Éric. Bonjour Martial. Vous allez bien? Impeccable. Bon, alors c'est ça la fameuse chicorée? C'est une plante qui a été semée au mois de mars et qu'on récolte ces jours-ci. Donc c'est ça qu'on va exploiter, la racine, hein? Oui, c'est la racine que nous récoltons. Pas cher à produire, la chicorée peut rapporter gros. Dans cette région, elle est même 3 fois plus rentable que le blé. Peu consommatrice en eau, facile à faire pousser et vendue à un prix fixe, cette culture assure tous les ans des revenus stables aux cultivateurs. Aujourd'hui, c'est une production qui est rentable. Oui. Et donc, sur une ferme comme la mienne, on cultive du blé, de la betterave, du lin et de la pomme de terre. C'est la culture qui va venir en 2e ou 3e position. Et vous voyez arriver des nouvelles générations qui sont séduites justement par cette production? C'est une production d'avenir. Est-ce que c'est une bonne année pour la récolte, puisqu'on est en pleine période là? Cette année sera une très bonne année. Ouais. Avec ses 250 agriculteurs, la France est le premier producteur mondial de chicorée, avec seulement 2 gros acteurs, Nestlé et Leroux. À quelques kilomètres de là... Bonsoir Guilain. Bonsoir. Nous sommes sur les terres des Leroux. Décrivez-moi là, tout ce qu'on a autour de nous, c'est de la chicorée? Exactement. On a à peu près sur la cour à peu près 4000 tonnes de racines de chicorée fraîches qui ont été livrées par les agriculteurs. Et là, à l'intérieur, on va voir tout le process de transformation. Bah, je vous suis. Voilà. C'est ici, dans cette sécherie, que la racine de chicorée est transformée pour pouvoir être consommée. Lavée, triée, découpée en rondelles et enfin séchée dans les fours. Vous pouvez la toucher, voilà. Je finis parce qu'il ne faut pas gâcher, hein. Et dernière étape dans la transformation de la chicorée, la torréfaction. Donc là, vous avez tout votre stock qui s'accumule pour la saison, en fait, ici, là. Tout à fait. Donc on stocke ici. Et ça arrive par le ciel. On peut dire ça. Il pleut des copeaux. Effectivement. Guilain, est-ce que vous observez un boom du marché de la chicorée? Depuis 3 ans, nous avons réussi à redresser
l'entreprise et à refaire connaître ce qu'est la chicorée, qui devient tendance, redevient tendance, parce que c'est un produit qui est assez sain, qui est non transformé, qui ne contient pas de caféine, qui est très riche en fibres. Donc il coche beaucoup de cases qui plaisent aux consommateurs et il n'est pas cher. Et on sait pourquoi ça redevient tendance? Comme vous le savez, le café a fait en prix un boom ces dernières années, donc c'est une belle alternative. C'est surtout à peu près 30% moins cher que le café. Merci. Bon, maintenant vous savez quoi? Je vais aller goûter précisément la chicorée, voir quel est son goût, et on va aller pour ça dans un coffee shop. Après des années de baisse, le marché de la chicorée augmente de 3% depuis un an. Si les leaders historiques comme Ricoré ou la Chicorée Leroux ont réussi à se réinventer... Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez bien? De nouvelles marques comme Lima, Bibo ou Chérico ont fait leur apparition. Comment est née l'aventure? Il y a 2 ans, pourquoi réhabiliter la chicorée? Alors nous, on essaie vraiment de moderniser la chicorée et la consommation de boissons alternatives. On passe par le biais des coffee shops qui sont ceux qui travaillent le mieux, on va dire, les boissons chaudes, avec toutes ces boissons tendances que peuvent être les lattés, le matcha, le chai. En termes de goût, c'est quoi la différence par rapport au café? C'est aussi subtil? Alors la chicorée, elle a des notes torréfiées qui peuvent faire penser au café, mais elle a un profil aromatique qui lui est propre. Elle a des notes un peu caramel toasté. Donc en fait, c'est un espèce de café doux. Mais contrairement au café, la chicorée ne contient aucun excitant. Riche en fibres et naturellement sucrée, on peut la consommer sans modération. Je me suis mise à troquer le café pour de la chicorée, tout simplement parce que c'est vrai que le matin, je préfère commencer la journée de façon calme et détendue. Pourquoi vous achetez de la chicorée? Parce que je bois plus de café. Je l'aime beaucoup, je me sens bien. Cette chicorée, elle est affective presque en fait du coup. Local, écolo, la chicorée a de l'avenir. D'autant que la production de café pourrait être divisée par 2 dans le monde d'ici 2050 à cause du réchauffement climatique. Et le marché est colossal. Chaque Français consomme en moyenne 5,4 kilos de café par an. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez Bernard de la Villardière pour un nouveau numéro d'enquête exclusive. Prostitution des mineurs, l'enquête choc. Quant à moi, je vous retrouve dès demain en direct sur M6 et RTL pour Ça peut vous arriver. Merci à toutes les équipes de Capital. Bonne semaine.